Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Cessez-le-feu pour le cauchemar sans fin de l'enfer de Gaza », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. Que faut-il espérer après l'adoption d'une première résolution pour un cessez-le-feu immédiat? Un cessez-le-feu immédiat, durable et permanent? Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement adopté lundi 25 mars sa première résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis qui se sont cette fois abstenus. La résolution adoptée par 14 voix pour, et une abstention, exige un cessez-le-feu immédiat devant mener à un cessez-le-feu durable et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Soudainement partisan d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, le président Biden met la pression sur Israël en proposant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Pour la première fois et après avoir jusqu'ici mis des vétos au Conseil de sécurité sur le sujet, certains observateurs sont allés un peu trop vite en besognant pensant, de bonne foi certes, qu'on assistait probablement avec cette abstention américaine à une phase diplomatique majeure dans la guerre très meurtrière que mène Israël dans la bande de Gaza. Dans tous les cas, Joe Biden vient de rompre avec son approche, qui consistait à se contenter de critiquer, sans plus l'État hébreu pour ses bombardements aveugles. Cependant, dans un climat de tension entre Washington et Tel Aviv et d'un agacement certain de la Maison-Blanche, cette dernière a très vite fait de remettre les pendules à l'heure, en affirmant que cette résolution ne signifiait pas un changement de cap pour l'allié historique et inconditionnel de l'État hébreu. De plus, Joe Biden étant en course pour sa propre réélection, il n'a pas vraiment le choix d'être libre de ses mouvements, même s'il n'a pas hésité à mettre en garde Netanyahou d'une opération terrestre de Tsahal à Rafah sans l'accord et le soutien de la Maison-Blanche. Ce dernier répliquant que la délégation israélienne, devant se rendre à Washington cette semaine, ne prendra pas l'avion, la Maison-Blanche demandant à voir le plan d'Israël avant son opération à Rafah, et Netanyahou veut poursuivre la guerre car sinon pour lui ce sera la fin puisqu'il devrait être jugé à Tel Aviv, et normalement même devant le tribunal pénal international. La libération des otages et la destruction du Hamas ne sont ainsi que des prétextes ou un parfait alibi. Les images des avions du Pentagone délivrant des colis sur Gaza est un choc, sur lequel il faut s'arrêter car cela souligne l'impuissance de la Maison-Blanche à faire acheminer de l'aide humanitaire par voie terrestre, et révèle l'incapacité de Joe Biden à imposer sa volonté à Netanyahou, comme il sait si bien le faire dans le reste du monde. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Devoir de solidarité et exigence humanitaire. Après l'adoption d'une première résolution de cessez-le-feu par le Conseil de sécurité de l'ONU lundi 25 mars, les États-Unis s'étant abstenus lors du vote, de profondes inquiétudes persistent quant au respect de cette trêve par les deux parties au moment où le devoir de solidarité et l'exigence humanitaire s'imposent face au chaos humanitaire et à la famine qui menace. Après 5 mois de conflit et de paralysie du Conseil de sécurité, où les grandes puissances se livrent une guerre sans merci par veto interposé, les populations civiles, réfugiées pour la plupart à Rafah, sont livrées à elles-mêmes et condamnées à subir l'enfer d'un cauchemar sans fin. Une situation humanitaire hors de contrôle. D'anciens responsables de Médecins du Monde ont également sonné l'alarme en publiant un cri d'alerte. L'urgence est de permettre le déploiement d'une assistance humanitaire puissante, neutre et professionnelle, afin de surmonter le chaos humanitaire à Gaza. Un secours international prenant en compte enfin l'exigence de solidarité, d'impartialité et de respect des populations, sans discrimination fondée sur l'appartenance ethnique ou religieuse, est impératif d'urgence. Dans la bande de Gaza, Israël assume cependant sa stratégie de la faim et dans la moitié nord de l'enclave palestinienne, où 300 000 personnes demeurent soumises à un siège quasi total dans les ruines de la métropole que fut Gaza, la famine menace. En outre, les attaques israéliennes contre les escortes de convois d'aide mettent volontairement en péril la distribution des aides. Et les fonctionnaires et bénévoles, aidant à sécuriser les camions de nourriture aux Gazaouis, ont été visés de façon récurrente par des tirs de l'armée. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, avait également annoncé dimanche 24 mars, par la voix de son chef, être désormais formellement interdite par Israël de toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza. Des enfants se pressent pour obtenir de la nourriture lors d'une distribution à Rafah, dans la bande de Gaza, le 12 mars 2024. Jehad Al-Zrafi, Anadolu, Agence France-Presse. L'auteur conclut son article en ces mots. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, accusait, lundi 18 mars, Tel Aviv d'utiliser les pénuries alimentaires comme arme de guerre, dans la bande de Gaza. Hurlant, Israël provoque une famine.
La famine pourrait sévir d'ici mai dans le territoire, selon des agences internationales. En cause, notamment, l'entrée trop lente de l'aide alimentaire. L'aide humanitaire ne suffit pas à endiguer le risque de famine dans la bande de Gaza, et la seule question qui se pose aujourd'hui est de savoir si l'entrée en vigueur du cessez-le-feu pourrait éventuellement contribuer à éviter le pire. C'est le dernier espoir des populations désespérées enclavées à Rabat et dans le nord de la bande de Gaza. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt,